Donc bonjour à tous, à la fois les gens qui sont ici et ceux qui sont au loin. Je m'appelle Guillaume, je bosse pour Varnish Software. Alors je suis plus là en tant que dev Varnish open source que Varnish Software. Je suis là pour vous présenter vraiment le projet. À ce sujet, il y avait Cynthia, donc ma commerciale qui devait venir, qui n'est pas là comme vous pouvez le voir. Ça veut dire deux choses. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut partir sur de la technique costaud et qu'elle risque pas de s'endormir, c'est cool. Et la mauvaise nouvelle, c'est que du coup, j'ai pas de goodies. Donc j'en suis désolé. Je lui demanderai quand même. Voilà. La solution est simple, vous me réinvitez, je reviens, est-ce que si j'aurais prévu. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'est un, Répondu à mon appel. c'est un plaisir. Merci. Alors, on va parler de Varnish, juste à main levée, à qui ça parle? Ok. Reverse proxy en général. HTTP. Ok. Non, mais c'est pas une honte. C'est juste que des fois, c'est un peu compliqué. Donc, je vais repasser sur des basiques. Je vais déjà repasser sur mes slides. Voilà. Alors, je me présente. Je m'appelle Guillaume. J'ai tout un tas de chapeaux dans la boîte, mais en gros, c'est ingénieur. On est une petite boîte, on est 35-40. Donc les devs sont aussi au support, sont aussi mainteneurs et architectes et chefs de produit. Donc voilà, on fait un peu de tout. Si vous avez besoin de me trouver, j'ai on vient de perdre quelqu'un, tant pis, c'est pas grave. J'ai l'adresse mail la plus cool de ma carrière, donc profitez-en, envoyez-moi des mails. Je traîne sur Twitter et sur IRC si vous avez besoin de moi. Et c'est la meilleure photo que j'ai jamais eue de ma vie, donc vous la retrouverez partout. Du coup, bon, ça c'est Bibi. Petite explication de Varnish, software, cache, etc. Ça a commencé avec un journal norvégien qui s'appelle Ferdensgang, qui en 2005-2006 s'est dit bon, c'est mignon Squid, mais ça commence à pas faire le taf en termes de cache. Ce serait bien d'avoir quelque chose qui soit un peu plus costaud. Et du coup, ils sont allés voir une boîte qui s'appelle Red Pill Lean Pro. Je ne sais pas si ça parle à des gens. C'est une boîte scandinave qui fait du conseil avec de l'archi, de la maintenance, de l'admin et du soft, principalement open source. En fait, c'est deux boîtes qui ont fusionné, Red Pill et Lean Pro. Du coup, voilà, le nom est super simple. Et du coup, ils se sont dit, ok, ça a l'air bien comme projet, on va se lancer dans on va créer un soft exprès pour ça. Et ils sont allés voir un monsieur qui s'appelle Paul Henningkamp, que j'appellerai PHK parce que c'est plus simple. Et ce monsieur, c'est notamment un des devs kernel BSD. Donc, mec qui sait à peu près ce qui se passe en termes de sécu, performance, pour avoir un soft qui va être en frontal de notre site web, c'est quand même plutôt appréciable. Et du coup, ils ont monté, principalement PHK, qui est l'architecte depuis le début, Varnish Cache. Donc voilà, c'est un projet open source qui fait sa route tout seul, qui a commencé du coup en 2006, quand Red Pill et PHK ont open sourcé le premier code. Et en 2010, il y a des gens de Red Pill qui se sont dit ouais, il y a peut-être un truc à faire, Varnish Cache, ça fait le taf, c'est bien. On peut peut-être se concentrer sur aider les grosses boîtes à le maintenir et voilà, faire du conseil là-dessus. Et du coup, ils ont monté Varnish Software. Donc c'est un truc qui est assez important pour nous. C'est pas, on n'a pas monté une boîte en se disant ouais, ça va être super cool. On va vendre plein de trucs, on va être une start-up et on va faire des milliards. Il y avait un produit, il y avait un besoin et on a monté la boîte là-dessus. 2-3 ans plus tard, la boîte a un peu grossi, on a commencé à engager des développeurs et du coup on a sorti
Varnish Plus, donc, qui est une version, version proprio de Varnish Cache, donc avec des fonctionnalités en RAB pour les gens qui ont envie de faire plus ou qui ont besoin de plus de performance ou de facilité sur leur déploiement. Et là-dessus, on a une relation parallèle en fait, avec Varnish Cache, où on va contribuer, on va récupérer du code et on va avoir vraiment une progression qui est parallèle et surtout jointe. Perso, moi je me suis pas mis dans le graphe, je serais plutôt par là. Je travaillais, j'ai commencé il y a 5 ans dans une petite boîte qui s'appelait Arkena, SmartJog, des filiales de TDF, si ça vous parle. Hein. On faisait du multimédia, du CDN multimédia. Et j'ai été embauché comme développeur Varnish, donc open source, pour modifier le code pour que ça fasse le petit boulot spécifique dont Arkena avait besoin. Du coup, ça m'a mis en contact avec la communauté et quand je suis parti, je me suis fait récupérer par Varnish Software. Voilà. Tout ça pour dire que faites de l'open source, c'est cool, ça crée des contacts. Alors, on va parler reverse proxy. Alors, les images sont pas forcément les mieux choisies, mais elles ne sont pas non plus complètement anodines. Un reverse proxy, c'est un serveur qui va vous permettre d'accéder à quelque chose sans que vous sachiez forcément ce qu'il y a derrière. Une porte des étoiles. À minima, c'est ça, finalement. Un proxy, généralement, un forward proxy, ça va être l'inverse. On a un LAN et ça va nous permettre d'accéder à Internet. Le reverse proxy, ça va être le contraire avec le WAN qui va attaquer notre serveur et nous qui allons donner accès à un certain nombre limité, généralement, de serveurs qu'on va appeler origine ou, dans le jargon Varnish, backend. Alors, à minima, c'est un serveur. Ça peut être 3, ça peut être 4. Si ça commence à ressembler à du load balancing, c'est pas anodin non plus. Un load balancer étant un type de reverse proxy, ça colle tout à fait dans la définition. Reverse proxy, c'est fait. HTTP. Alors du coup, tout le monde sait ce que c'est. Quelqu'un a une définition ? Il n'y a pas que moi qui dois bosser. Hein. Autant la rappeler tout de suite. Ça marche. Alors, l'HTTP, c'est un protocole niveau 7. C'est du texte. Et ça a besoin d'avoir des messages qui sont à peu près dans le bon ordre. Donc, c'est basé sur du TCP. C'est stateless. C'est-à-dire que le message que vous envoyez maintenant ne dépend pas du message que vous avez envoyé avant. C'est question-réponse. Question-réponse, basta. Jusqu'aux versions 1 d'HTTP, on ne peut pas poser d'autres questions avant d'avoir fini de récupérer la réponse d'avant. Donc c'est vraiment un flux de données. Et c'est ça qui a fait qu'on est passé sur HTTP2. Du coup, sur les versions, vous en avez en gros 2 à connaître. La 0.9, elle n'existe pas, je ne veux pas en entendre parler, c'est nul, ça n'existe plus. 1.0, c'est un peu mieux. Il y a juste un gros manque, on n'a pas encore de connection keep alive. C'est-à-dire que on ouvre une connexion TCP, on pose notre question, on reçoit notre réponse, la connexion se ferme. Si vous connaissez un peu de réseau, en TCP, il y a ce qu'on appelle le three-way handshake, où il faut envoyer un SYN, SYNAC et un ACK. Donc déjà, avant d'avoir commencé à parler, il va falloir dire « Bonjour, comment ça va bien et toi ?» Si vous avez besoin de poser cette question à chaque fois que vous avez besoin d'un stylo, vos collègues vont péter un câble. Du coup, le 1.0, évitons. Et il y a des petits trucs aussi un peu moisis, genre le hostname, donc qui va dire quel serveur vous intéresse, n'est pas obligatoire. Bref. Donc ça, c'est du vieux. Alors, en fait, HTTP 1.1,
c'est vieux. Ça, c'est très très vieux et ça, c'est paléolithique. Le 1.1, c'est ce qu'il y a la plupart du temps sur Internet. C'est le protocole parlé le plus couramment. Et pour tout, c'est pas que pour Internet. Enfin, si, c'est pour Internet, mais ça va être utilisé pour tout et n'importe quoi. À la base, c'était pour balader de l'HTML, CSS, JS, whatever. Maintenant, on fait tout avec. C'est-à-dire que les API, on les fait en HTTP. Je suppose que c'est un truc dont vous êtes consommateur. La vidéo, c'est le pire exemple, c'est le pire usage possible de l'HTTP. C'est un truc qui est synchrone, ça ne supporte pas la perte de paquets. Pour faire de la vidéo en live, c'est ce qu'il y a de pire. Mais, comme ça passe partout, ça passe sous les firewalls, parce que on a dit ouais, mais alors on ne peut pas bloquer le port 80 parce que c'est trop utile. Du coup, tout le monde fait de l'HTTP. Donc l'HTTP en fait devient un protocole de transport, alors qu'à la base c'était pas du tout ça. Mais donc ça a explosé. Puis comme tout le monde est dessus, bon, on s'adapte. Nous qui faisons du cache HTTP, ça nous va bien. Du coup, on peut dire qu'on est oui, on fait du cache vidéo, on fait du cache API. En vrai, ce qui nous intéresse, c'est qu'on fasse du cache HTTP. Et là, il y a des fanboys HTTP2. Oui. Bon, on se fritera après alors. Non, le 2.0 avec le mais, c'est juste que ça partait d'un bon sentiment. Le proto était rigolo. C'est un truc qui a été poussé par Google à la base, Speedy. Partant du principe que ce serait bien cool de pouvoir poser plusieurs questions à la fois. Typiquement, une fois que vous avez récupéré votre page HTTP, vous savez que vous allez avoir besoin de 15 millions d'images, 3 CSS, 20 mégas de JavaScript. Donc ce serait bien de pouvoir demander tout ça à la fois et récupérer d'un seul coup. L'HTTP 1.1 ou 1.0 résolvait ça en ouvrant plusieurs connexions. Jusqu'à 6, c'est le standard à peu près établi. Sauf qu'on se dit, ouais, mais 6, ça fait pas assez. S'il y a une question qui bloque, on ne peut pas poser les autres. On a encore 5 autres canaux, mais canaux. Je fais du franglais, mais en milieu de mots. Je vous préviens, je suis désolé. Du coup, HTTP2, ça ouvre une connexion TCP et on peut poser toutes les questions qu'on veut avec un système de paquets. Et une fois qu'on a bien déployé ça partout et qu'on s'est dit « ouais, c'est super, c'est le futur », on s'est rendu compte « oui, mais qu'est-ce qui se passe si ma connexion TCP bloque ?» Le TCP a ce côté rigolo qui il va envoyer de plus en plus de paquets et dès qu'il en perd un, il divise son débit par 2. Donc vous avez un truc en dents de scie qui en fait est presque pire que multiplexé sur 6 canaux. Bref. J'en suis pas fan. En plus, on a commencé à faire de la compression et du binaire, etc. Ce qui fait que c'est plus lisible par les humains. Par contre, en fait, le binaire, c'est juste de la compression qui va nous ressortir du texte, qu'il va quand même falloir parser avec des parseurs de texte. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace quand on veut aller vite. Bref. Parce qu'on a l'HTTP2 a été prévu comme une autre couche de transport sur lequel on ferait de l'HTTP par-dessus. S'il y en a qui sont orientés télécom. J'ai fait une école de télécom, donc on m'a bourré le crâne avec le modèle OSI et ses 7 couches. En fait, on découvre que l'HTTP, c'est un truc de transport. Après, il y a l'HTTP2 au-dessus. Puis il y a le niveau au-dessus qui est l'utilisateur, qui est le pire. En fait. C'est celui qui bug le plus. Bref. Ça ressemble à ça. Alors que ce soit la version de la 0.9 à la 2.0, c'est pareil. Mes requêtes, mes questions ressemblent à ça, mes réponses, ça, vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Il y a juste une première ligne qui est différente suivant question-réponse, et après, c'est juste un dictionnaire clé-valeur. Certaines de ces valeurs ont de l'importance. Par exemple, le host, qui va me dire, ouais,
quel est le serveur qui m'intéresse. Si vous avez un... Il y a des gens qui font du Nginx, par exemple, du Apache. Ouais. Si vous contactez... Enfin, vous pouvez avoir un serveur qui va faire plusieurs sites web. Le host vous permet de savoir quel était le site web qui vous intéressait. Accept, ça va permettre de dire tiens, bah, j'aimerais bien tel ou tel type de contenu. Par exemple, je voudrais du JSON, ou je voudrais du YAML, ou j'accepte du texte, qu'importe. Donc ça c'est quasi vital, ça c'est important. Le user agent, pareil, ça c'est un de mes grands griefs avec l'HTTP, c'est de la merde. Ça ne sert à rien. Si vous avez utilisé le web dans les années 90, vous savez que il y avait des trucs qui ne marchaient pas avec certains navigateurs. Genre, ah, tu n'es pas Internet Explorer. Ah bah tiens, je vais adapter mon code pour avoir un truc qui soit compatible. Et du coup, au bout d'un moment, les gens ils ont ah bah ouais mais attends, mais je vais faire semblant d'être Internet Explorer. Et du coup, on a des user agents qui font 3000 caractères en disant je suis Safari, Chrome, KHTML, Netscape, Navigator, etc. Donc voilà, bon, ça ne sert à rien. Et on a des trucs qui vont servir à la communication, content length pour dire tiens, après je vais t'envoyer un certain nombre d'octets qui correspondent au corps, à la réponse du message, puisque tout ça, ce n'est finalement que de la métadonnée. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le contenu. Et il y a des trucs qui vont intéresser les proxys, comme Varnish, avec par exemple des informations de contrôle de cache. Et du coup, l'HTTP, c'est bien, c'est tout bête, ça se lit bien. Du coup, quand vous encapsulez ça dans du binaire, c'est moins bien. Alors, Varnish, ça veut dire vernis en anglais, d'où image. Faut savoir que notre architecte, donc PHK, c'est un Danois. Vous pouvez l'imaginer un peu comme un Linus Torvald, mais en vachement plus sympa. Mais bon, des fois, il a des petites pointes d'ironie et de sarcasme. Et du coup, en fait, le soft s'appelle Varnish parce que ça va nous permettre de coller un petit coup de polish sur un truc qui est un peu moisi. Mais comme on a mis un coup de vernis, ça ne se voit pas trop. Et effectivement, Varnish est souvent utilisé comme une rustine parce que c'est suffisamment polyvalent et facile à configurer que ça va très très vite de changer un truc dans Varnish. Et souvent, dans le back-end, vous allez avoir des développeurs qui vont dire « Ouais, non, mais ça fait 20 ans qu'on n'y a pas touché, c'est relou, tu peux pas le faire dans Varnish ?» Si, on peut. Donc voilà, on est vraiment cette petite couche qui brille sur le bois qui n'est pas forcément foufou. Petite liste de trucs qu'on fait. Alors c'est pas exhaustif. D'ailleurs j'en profite. Je parle. Si ça vous gonfle, vous me dites. S'il y a des trucs qui vous intéressent en particulier, vous me demandez. Vous me laissez pas déblatérer dans le vide pendant que vos paupières sont lourdes et que vous commencez à pioncer. À minima, on fait du cache. C'est quand même pour ça qu'on a été créé. Ce serait bien qu'on le fasse correctement. Varnish, par défaut, est un bon citoyen HTTP, c'est-à-dire que quand il reçoit une requête, il va lire les informations de cache control dans les métadonnées, il va suivre ce que dit le serveur. Si tu lui dis, tiens, ce truc-là, cache-le pendant 3 minutes, par défaut, il le cache pendant 3 minutes. C'est simple, c'est rapide. S'il y a des requêtes qui ne répondent pas à de l'HTTP, qui ne sont pas de l'HTTP, il les dégage et lui, il produit de l'HTTP qui est correct. Donc c'est déjà, par rapport à pas mal d'implémentations, c'est déjà bien. C'est aussi un soft qui est relativement récent, donc on ne s'embête pas avec du legacy. Par exemple, le 0.9, l'HTTP, on n'en parle même pas. J'avais un truc important. Oui, si. Avoir un soft qui met des bonnes durées de cache, c'est super important. Pour une raison qui est très simple. Le but d'un cache, c'est
de pouvoir lui poser des questions et répondre et récupérer une réponse qu'on sait être à peu près viable. Typiquement, si je vous demande l'heure qu'il est, vous allez regarder votre portable ou votre montre et faire bon, ok, il est 12h39. Si je vous redemande 10 secondes après, vous allez me dire bon, bah oui, il est 12h39. Ça ne me fait pas regarder mon téléphone encore une fois. Par contre, cette information, vous l'avez mise en cache pendant une durée qui vous paraît raisonnable. Vous n'allez pas la mettre en cache pendant 20 minutes. Si je vous dis tiens, il est quelle heure et vous me répondez 12h39 dans 2 heures, c'est pas fou. D'un autre côté, si je vous demande quand est mort Napoléon, quelqu'un sait? Ok, non, c'est bien. Non, mais on est entre nous, c'est bien. J'ai réfléchi à essayer de vous épater en l'apprenant avant et puis j'ai oublié. Bon, Napoléon, normalement, c'est un truc qu'on peut mettre en cache pendant vachement longtemps, finalement. Ça risque normalement pas de changer. Ou alors, on a d'autres problèmes. Du coup, par défaut, c'est normalement le back-end qui va savoir vous dire combien de temps il faut cacher il faut mettre en cache cette information. Puisque Varnish, par défaut, si on lui dit vas-y, tu gardes ça pendant 3 ans, il va faire bah ouais, pendant 3 ans, je le garde. On a des mécanismes qui sont assez rigolos, qui vont nous permettre d'être un peu plus intelligents que ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une TTL qui va dire bon, bah, pendant cette TTL, tu ne demandes rien au cache, à l'origine. C'est cette information-là qui fait foi. Après, on va avoir la grâce, qui est en fait une période pendant laquelle, si on n'a rien de mieux, on donne l'information qui est mise en cache. Mais en arrière-plan, on va aller récupérer, on va aller vérifier que... Je sors du champ, en fait. On va aller vérifier que l'information est bien à jour. Et après ça, on va avoir une période de keep où, en fait, on a gardé l'information en cache et on va juste demander au back-end j'avais ça, là, c'est toujours valide? Donc on va le faire de manière synchrone, mais on va s'assurer que l'information est bonne. C'est important si vous avez des gros fichiers. Typiquement de la vidéo ou des trucs qui font plusieurs mégas avec des backends qui sont un peu relous. L'HTTP pour ça est bien fait. Il y a cette notion de requête conditionnelle. Tiens, tu me réponds cet objet seulement s'il n'a pas changé depuis la dernière fois. On va faire du request coalescing. Ça, c'est un truc même qui n'est pas forcément fait. Si vous avez 20 personnes qui vous demandent le même objet, on ne va pas aller 20 fois au back-end. On va y aller une fois et puis on va le resservir à tout le monde. À qui ça paraît logique? Eh ben, il y a plein de softs qui ne le font pas. Genre Nginx. Tiens, allez. Non, je rigole, hein, c'est des potes Nginx, mais... Voilà. Non mais j'en profite justement sur Nginx. C'est un super soft qui fait plein de trucs. Ils bougent très très vite, mais des fois ils partent un peu dans tous les sens. Mais ils vont très très vite. Par exemple, ils ont eu le temps d'avoir une implémentation speedy et de la déclarer obsolète et de la virer du code que nous on n'avait pas encore l'HTTP2. Donc ils vont très très vite. Ils ont plein de failles de sécurité, mais ils vont très vite. Ouais, non, c'est des potes, mais on aime bien charrier un peu. Vary handling, un seul R sur le vary. C'est un truc d'HTTP. Qui utilise Kubernetes ici? Personne? Non. Il y a des objets que vous pouvez récupérer sous différents formats. Vous pouvez demander, tiens, je veux juste du texte, je veux du YAML, je veux du JSON, mais c'est le même objet derrière. Ou je le veux en anglais, je le veux en français, etc. Et en fait, c'est le même objet. Et votre back-end, quand il vous répond, il est capable de vous dire, tiens, je te renvoie ça, mais ce n'est valide que pour cette valeur de certains headers que tu m'as envoyé. Par exemple, accept language. Load balancing, truc tout bête, hein. Notre but, c'est de récupérer une information quelque part. Si vous avez un seul serveur, vous êtes mort. Vous n'avez aucune redondance. Donc, on est capable de gérer plusieurs serveurs, évidemment. On est aussi capable de dire, tiens, si c'est ce hostname ou si c'est ce type de
ce type d'objet, je vais aller chercher sur tel ou tel backend, ou tel groupe de backend. Et on a pas mal de gens qui utilisent Varnish juste pour le load balancing. Ils n'ont pas besoin de faire du cache, ils ont juste besoin de router l'information à gauche, à droite, sur un serveur qui est up. Donc Varnish a en interne la capacité de pinguer les serveurs et de dire ça va bien, ça va bien, ça va bien, ok, je t'envoie un truc. Ça va. Non, lui il va pas, je vais ailleurs. Et là-dessus, on va voir tout un tas de choses assez rigolotes. Mais typiquement, c'est un truc qui va prendre de l'HTTP et être capable d'aller chercher, pareil, en HTTP, récupérer et renvoyer. Et à l'intérieur de cette petite bulle, vous faites à peu près ce que vous voulez. Juste pour vous donner une idée, c'est du code qui est tout petit, 75 000 lignes de code, c'est du C. Donc c'est peanuts. Pour vous donner une idée, OpenSSL, c'est 300 000 lignes. Enfin, c'est pas le meilleur exemple du C quand même. Non. C'est presque... Alors, non, ça va mieux. Ça va mieux. Mais effectivement. Mais c'est important parce que, en fait, quand Red Pill est venu chercher PHK, ils lui ont fait « Tiens, tu veux pas travailler sur un truc qui ferait du cache ?» Et PHK, c'est un dev kernel qui a un peu fait ouais, vous êtes mignon, mais vos applis userland, là, un peu rien à foutre, quoi. Et après, il s'est dit ce serait cool de montrer un petit peu... parce qu'on a des techniques de code qui marchent pour que ce soit efficace, pour que ce soit maintenable. Du coup, il s'est dit, bon, bah voilà, utilisons Varnish comme porte-étendard du beau code C. Et venant de FreeBSD, on peut lui dire, oui, ok, tu sais de quoi tu parles. Donc voilà, on a un truc qui fait énormément de choses, mais qui essaye de les faire de manière les plus clean possible. Et oui, effectivement, c'était un peu bâtard de ma part. Ça, on le met pas hein, sur la... comment ouais. C'était pas forcément l'exemple le plus sympathique. Judicieux, mais sympathique. Ça contient 8 programmes, que j'ai compté en tout cas. Et juste... Ah putain, je peux pas vous montrer le... Ouais, bah du coup, je peux pas vous montrer le... Je peux pas partager mon écran en fait. En fait, Varnish suit cette philosophie POSIX qui est fait une chose et fait-le bien. C'est-à-dire qu'en fait, Varnish, ce qu'on appelle Varnish, en fait, c'est Varnish D, donc Varnish Daemon, qui va faire le cache. Voilà. Et typiquement, il ne fait pas de log. À la place, il va balancer des informations à toute berzingue dans un espace mémoire partagé. Et si les gens ont envie de le récupérer, eh ben, ils vont utiliser un soft qui s'appelle Varnish Log ou Varnish NCSA, qui va être capable de vous dépiler un nombre assez incroyable d'informations. Je vous montrerai ça après, sinon je vais être obligé de manipuler dans tous les sens. Mais c'est là que ça devient intéressant pour vous, puisque vous faites du monitoring et de la récupération de données d'application. Varnish a les meilleures capacités de log. Typiquement. Quand vous avez une requête Varnish, il va vous dire tout ce qu'il a reçu comme en-tête, toute la requête, comment c'est modifié, ce qu'il fait dedans, et comment il va la restituer. Donc vous avez tout le process, et vous savez tout ce qui se passe. Vous avez des informations en termes de timing, à savoir quand est-ce que vous avez commencé à recevoir l'information, quand est-ce que vous avez fini de recevoir la requête, quand est-ce que vous avez commencé à renvoyer la réponse, quand est-ce que vous avez été la chercher, combien d'octets dans les headers vous avez reçus, combien vous en avez envoyé dans le corps, etc. etc. En termes d'information, c'est massif. Et c'est aussi pour ça qu'on balance les trucs sur la mémoire partagée, parce que ça va vite. Si vous voulez loguer toutes les requêtes Varnish, c'est 200 à 300 lignes par requête. Donc ça fait un volume d'information qui est conséquent, et si vous essayez de blaster ça sur le disque, vous allez mourir. Donc, mais c'est le maximum d'informations que vous pouvez récupérer. Hein. On a des softs justement qui font comme Apache NCSA, qui permettent d'avoir juste une ligne récapitulative, ou d'en faire du JSON, etc.
Là-dedans, on a 2 DSL. L'acronyme parle à tout le monde ou Domain Specific Language. En fait, Varnish doit avoir genre 4 ou 5 dépendances en termes de librairie. PCRE, libexecinfo. Voilà, c'est vraiment tout petit. On évite d'aller chercher du code ailleurs qu'on ne contrôle pas. Donc on fait un peu tout nous-mêmes. Et du coup, on a deux langages de prog spécifiques. Un pour le test, qui nous permet de spécifier des scénarios, d'avoir des faux clients et des faux serveurs avec au milieu un vrai Varnish et de vérifier ce qu'on envoie, ce qu'on reçoit et de valider les entrées-sorties. Et l'autre, c'est la configuration, mais j'y arrive juste après. En termes de projet, on est une dizaine de développeurs core. Alors Varnish, on est une vingtaine de développeurs, mais sur le cœur Varnish, c'est une grosse dizaine de personnes. Donc c'est vraiment super restreint. Et un Benevolent Dictator for Life, donc qui est PHK. C'est lui qui commit 70 ou 80% du code et qui regarde absolument tout. Il n'y a pas de lien, j'aime bien les loutres. Voilà. C'était juste voilà. Trop mignonne en plus. Alors voilà, je voulais vous parler du VCL et c'est pour ça que je vous ai un peu cassé les pieds avec l'HTTP, même si ça parlait à peu près à tout le monde. Alors VCL, c'est pour Varnish Configuration Language. Dans Varnish, vous allez avoir beaucoup d'acronymes de 3 lettres et qui commencent par V, pour Varnish. On est des ingénieurs, on ne sait pas nommer les choses. C'est terrible. Il y a des acronymes qui commencent par V partout, donc en fait on a 2 lettres pour donner l'information, c'est terrible. Le truc qui est rigolo, c'est que c'est un langage qui est impératif. C'est-à-dire que c'est pas... Alors si vous connaissez... vous utilisez quoi comme soft ici? Donc on a du Nginx. De tout. Vos serveurs tournent sur quel... c'est quoi comme techno? C'est de l'Apache. Okay. Bah, donc la conf Apache, c'est un truc qui est très déclaratif, avec des sections, avec à l'intérieur des sous-sections et voilà, des clés valeurs finalement. Je vais vous montrer quelques exemples. Nous, c'est un peu différent. En fait, on a une machine à état qui va nous permettre de gérer la requête. Et en fait, Varnish va vous poser la question de « Tiens, je suis arrivé ici, maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Et vous allez pouvoir justement lui indiquer ce qui vous intéresse dans la requête, dans la réponse, est-ce qu'il faut la modifier, etc. Et comment la gérer. Et un truc important, c'est que c'est impératif, mais c'est pas un langage de programmation complet. C'est-à-dire, par exemple, qu'il n'y a pas de boucle for. Un des grands trucs qu'on essaye de faire, c'est de protéger les utilisateurs d'eux-mêmes. Les boucles infinies, c'est une horreur. Et du coup, il n'y a pas de boucle dans Varnish. Par contre, c'est un truc qui est compilé, en fait, qui est traduit en C. Alors paniquez pas, hein, c'est un code qui est tout petit et c'est du C qui est super clean. Mais ça veut dire qu'on peut aussi implémenter des modules de manière très très facile et de manière beaucoup plus logique que ce qu'on ferait dans un langage déclaratif avec du Apache ou du Nginx. Et donc vous embarquez un compilateur avec? Alors on ne l'embarque pas, on l'appelle. Ça nous permet de faire des trucs assez rigolos. En fait, on a une option de configuration globale qui est cc exec, me semble-t-il, où en fait on va avoir un process qui perd ses droits, histoire de ne pas foutre le bordel, et qui fait un exec de cette ligne de commande. Donc c'est généralement un GCC, ça peut être du Clang, ça peut être du TCC si vous êtes foufou et que vous voulez un tout petit compilateur. Mais en fait, voilà, cette idée de callback, en fait, on va avoir un fichier C qui va en faire une librairie partagée. Et Varnish va charger ça et après va venir pointer sur les différentes fonctions qui correspondent en fait à chacune de ces étapes. Donc, je vous fais juste le petit topo. C'est une version qui est simplifiée. Ça va.
On reçoit une requête, on décide si on veut envoyer péter l'utilisateur. Ça peut être le cas pour du geofencing. Si vous voulez faire du blacklisting, whitelisting, dites tiens, tu viens d'Europe, ok, tu peux passer. Tu viens d'ailleurs, c'est pas pour toi. Tous ces trucs avec les vidéos, non, vous n'avez pas le droit ici. Ça peut être implémenté de cette façon. Vous pouvez dire que vous en avez rien à faire que ce soit mis en cache, donc vous allez faire juste du routage. Et vous pouvez dire, tiens, trouve-le-moi dans le cache. Et après, on peut l'avoir ou pas. Donc si on ne l'a pas, on se retrouve un peu dans le même cas que si on avait juste bypassé le cache. Et du coup, il faut aller le chercher. Auquel cas, on peut avoir soit une réponse du back-end, soit une erreur, parce qu'on n'a pas réussi à contacter le back-end, etc. etc. Et si on a quelque chose, soit parce que c'est dans le cache, soit parce qu'on nous a répondu quelque chose avec le back-end, on peut aller dans le deliver. Et à chacune de ces étapes, en fait, Varnish va nous poser la question. Tiens, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Donc là, c'est un exemple. Alors, ouais, tout le monde est à peu près à l'aise sur le code? Ça va? Ça va? On a besoin de if, set, unset, et on est à peu près bon. Alors, j'aurais dû avoir des parenthèses là, c'est pas très très bien. C'est le problème de taper des trucs dans des slides, il n'y a pas de correction du langage. Là, on vient de recevoir notre requête, et du coup, Varnish nous dit, ouais, ok, c'est cool, qu'est-ce que j'en fais? On va s'intéresser à l'URL de la requête, et si ça correspond à... Si on trouve un point JPEG dedans, c'est une image, donc c'est un truc qui est purement statique, et on va lui dire, tiens, tu vas me virer le header HTTP cookie, par exemple. Donc, on ne s'embête pas, ça va se mettre en travers du chemin pour mettre ça en cache, donc on les dégage. Et aussi, on va normaliser le hostname. Les expressions régulières, ça va pour tout le monde? Ouais. L'HTTP, c'est du texte. Donc, un des outils les plus bourrins pour du texte, c'est des expressions régulières. Donc, il y en a pas mal. Ça fait quoi? Voilà. Le hostname, c'est généralement un nom, 2 points, un port. Et là, justement, on va trouver le 2 points nombre et on va le dégager. Pareil, c'est de la normalisation juste pour être sûr qu'on est bien dans les clous. Et après, on laisse faire la logique par défaut de Varnish. Un petit cran au-dessus. Alors là, est-ce que vous êtes capable de... Bon, en fait, ça, vous les avez déjà vus. Hein. Donc, là, on va définir une ACL, donc Access Control List. En gros, on a le droit de venir si on est sur la machine hôte ou alors sur le réseau local. Le /24, c'est le réseau local. Et là, on va faire une petite... on va regarder... puis j'ai oublié aussi une accolade là, tiens, tant qu'à faire. Heureusement qu'il y a l'indentation. Si l'URL commence par /admin, je vais regarder si l'IP de mon client correspond... Pardon? Alors là, c'est contient. J'aurais pu être un peu plus précis et avoir commence. Alors, je les ai fait ce matin. J'ai été un peu rapide sur le code. Je m'en excuse. Attendez, on va faire un truc. Ah non! Hop. Je vais le corriger parce que ça m'angoisse. Hop. ACL. Voilà. Alors non. C'est un peu le problème d'avoir du code sur l'écran qui n'est pas en face. Voilà. Ouais, sous mes airs nonchalants, je suis un peu monomaniaque, je suis désolé. Du coup, excusez-moi pour cette interruption. Si l'API client n'est pas dans
ne matche pas internal ACL, on va juste renvoyer une erreur, 403. Synth, c'est pour synthétique. En fait, c'est une réponse qu'on va être capable de générer nous-mêmes, au lieu d'aller la chercher sur un disque, etc. Et sinon, on va l'envoyer directement au serveur. On ne va pas essayer de le mettre en cache. C'est principalement un truc WordPress, où les trucs qui sont dans admin, ça ne survit pas très très bien au cache. Donc on ne se pose même pas la question, on fait tiens vas-y. C'est juste du routage. Mais bon, d'un autre côté, on aura 3-4 admins par rapport à des milliers de clients. Niveau performance, on devrait survivre. On peut faire du routage. Donc, on définit ce qu'on appelle des directors qui sont des pools de back-end. Donc là, c'est un exemple de back-end piloté par domaine. Vous lui donnez un nom de domaine, il les résout en interne, il les met à jour régulièrement, et comme ça, vous allez taper vos nouvelles machines quand elles pop, et vous arrêtez d'utiliser les anciennes une fois qu'elles sont virées du DNS. Et on va venir regarder, le hostname pour prendre une décision sur le back-end. Donc, ça va, c'est pas la mort non plus. Il y a juste une petite feinte, c'est que là, c'est plus rec, c'est BE-rec pour back-end request, puisqu'on est dans un contexte où on a décidé qu'on allait chercher quelque chose sur le back-end, donc c'est plus le même objet. Et voilà. Et alors, la dernière, s'il y a des âmes sensibles, fermez les yeux. Là, on commence à faire des trucs complètement foufou. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça fait? Alors, ouais. Alors en fait, on va en ressortir qu'un, mais ça c'est parce que tu connais pas l'API, donc, mais la logique est bonne. En fait, là, on va carrément créer une requête HTTP. Donc, quand on est en train de processer une requête HTTP, on est en train d'en créer une autre. Pour aller sur cette URL-là, on va mettre quelques headers pour qu'ils sachent de quoi on parle. Et ce service, en fait, va nous renvoyer, en fonction du user agent, quel est le device qui est utilisé. Et il va nous le renvoyer, en fait, dans le JSON qu'on va parser. Et nous, on va pour notre requête à nous, on va aller setter le header device type en venant récupérer le champ device type du JSON. Et le desktop, en fait, c'est le choix par défaut, si jamais on ne le trouve pas. Donc là, c'est une traduction à la volée pendant le processing du user agent dans un truc un peu plus classifié. Mais on peut faire ça pour de l'authentification, pour des paywalls, etc. Si vous êtes vraiment bourrin, vous rebranchez ça sur du Varnish qui va en plus mettre en cache l'information. Comme ça, vous n'avez pas besoin de demander à chaque fois que vous voyez que vous revoyez un user agent. Voilà. Ce truc-là, alors le VCL, va en fait nous permettre de faire énormément de choses en termes de logique. Là, j'ai un client, je ne donnerai pas de nom, mais on a aussi un moteur de templating. On dit en fait, là si vous avez utilisé du Jinja ou du Puppet ou Chef, etc., où vous allez en fait avoir une page qui contient des variables. Vous collez ça avec un JSON et on va utiliser les variables qui sont dans le JSON pour créer une nouvelle page à chaque fois. Là, on est en train d'utiliser ça pour avoir un service d'agrégation API. En gros, ils ont un service qui est capable de vous donner une information pour un ID. Et ce que fait Varnish, c'est qu'il se met au milieu, on lui donne plusieurs ID, et il va faire une requête par ID, les mettre en cache et les agréger. Le gros intérêt, c'est que vous pouvez mettre en cache chacun des éléments de manière indépendante.
au lieu d'avoir une espèce de gros blob avec des ID que vous allez revoir la plupart du temps, mais mélangés avec d'autres, là, vous avez une espèce de bloc central et qui va aller piocher chacun des éléments dans le cache de manière super précise. Ça, c'est un petit truc que je voulais vous montrer. Une histoire de clone et de copie. On a un petit outil. Alors, c'est du Varnish Plus. Je vous avais dit que je ne ferais pas trop de commercial, mais ça, c'est quand même cool. Puis c'est moi le mainteneur. Donc, alors, mainteneur, dev, chef de produit, whatever, ingénieur. Ça, c'était pour Sky TV, donc au Royaume-Uni. Ils ont 4 paires de serveurs. Et typiquement, quand un client leur demande quelque chose, bah, il faut le mettre en cache sur Varnish. Et ce serait bien que, bah, si on tape les autres serveurs, chacun des Varnish n'aille pas à l'origine. Du coup, plus on a de Varnish et plus on embête l'origine. Donc, le but d'avoir des Varnish, c'était quand même de soulager l'origine. Donc, si on en rajoute et que ça nous embête plus, c'est problématique. On a un petit outil qui réutilise les données de log, puisqu'on a, quand on voit passer une requête, on sait tout ce qui se passe. On est capable de recréer la requête originale. Et en fait, on a un petit outil qui va tourner à côté de Varnish, donc, qui est absolument pas dans le cœur, mais qui est vraiment à côté, qui va aller pinguer tout le monde et dire hey, « tiens, j'ai vu ça qui est rentré dans mon cache, est-ce que ça vous intéresse ?» Et la grosse feinte, c'est qu'au lieu d'aller sur l'origine, on revient sur le premier Varnish pour resservir ça. Donc, que vous ayez 8, 10, 200 serveurs, on s'en fiche. L'origine, en fait, ne va voir qu'une seule requête de mise en cache. Ce qui est plutôt cool. On ne l'avait pas fait pour Sky, mais on peut faire aussi des choses plus intelligentes. Savoir que quand ce serveur-là, il se dit « Ah tiens, j'ai quelque chose de nouveau », il va choisir en fait qu'une seule machine par cluster. Et chacune des machines va répliquer l'information à l'intérieur de son cluster. Parce que là, Leeds, Birmingham, Slough et Kingston, c'est des trucs, c'est sur le même backbone, donc ça va très très vite. Quand vous avez un serveur en Nouvelle-Zélande, en Asie et aux US, vous n'avez peut-être pas envie d'envoyer 3 requêtes sur le lien Nouvelle-Zélande quand une suffirait. J'avais complètement oublié que je présenterais ça avec Hangout. Ah mais alors, en fait, ni Dieu ni maître, pas de master, pas de slave. Si celui-là tombe, bah, c'est dommage, tu iras sur un autre serveur qui fera exactement la même chose. Donc en fait, chacun des varnish là est complètement indépendant, à part pour sa connaissance de tous ses autres copains. Le seul truc qui est un petit peu, tu gâches un petit peu, c'est si celui-ci, voilà, c'est un des varnish qui tombe, les autres ne sont pas forcément au courant. Donc ils vont quand même essayer d'envoyer une requête, en disant hey, tiens, et un nouveau, prends un nouvel objet, et bah, il ne va pas répondre. Mais bon, c'est pas grave, on a perdu une requête HTTP, mais on se pose pas de questions. Le gros avantage de ce mécanisme, c'est que en fait, tu peux le débrancher à la volée, ou tu peux faire tomber des machines. C'est pas grave. Après, comment ils savent les autres sur lesquels il faut se rebaser En fait, c'est du push. Donc en fait, chacune des machines varnish va pousser les nouveaux objets qu'elle voit. Donc effectivement, si tout le monde est à 100% de hit rate et que tu rajoutes une nouvelle machine, elle ne va pas voir grand-chose. Enfin, les autres ne vont pas la prévenir. Par contre, elle va prévenir tout le monde. C'est pas vraiment un souci, parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous rajoutez voilà, une petite nouvelle qui, du coup, a un cache vide, chaque fois qu'elle va voir quelque chose de nouveau, elle va faire « Hey les copains, vous avez vu quelque chose ?» Et les autres, ils vont faire « Non, c'est bon, on l'a vu, c'est pas grave. » Donc, tout ce mécanisme-là de venir rechercher l'objet, tu ne l'auras pas. C'est vraiment « Vous en avez besoin ?» Non. OK. Donc, ça... Donc, il y a un point que je n'ai pas bien saisi. Ouais. La première fois, ce varnish-là, il capte tout.
Après, si on interroge un autre sur le même objet, donc ils vont récupérer grâce au premier. Mais le coup suivant, Alors, est-ce que le coup suivant, c'est toujours pareil ou est-ce que en fait, les autres, ils auront appris aussi? alors là, en fait, les couleurs c'est est-ce que j'ai l'objet dans mon cache. Mais du coup, ce n'est valable que pour un seul objet. Du coup, une fois que je vais à l'origine, celui-là devient vert puisqu'il a son objet dans son Il a cache. son objet. Voilà. Et ensuite, l'autre prévient ses collègues qui vont utiliser le varnish vert au lieu de l'origine. Hop. Et du coup, ils deviennent verts. Mais pour Donc il y a un partage du cache. Enfin, une réplication. Ouais. Voilà. Mais ce n'est valable. En fait, ça, si tu veux, c'est un filtre pour un seul objet. Oui, bien Parce sûr. que après, si on vient ici pour cet objet-là, on sera vert, donc on Donc il lit. n'y a plus besoin d'aller demander au premier. Exactement. Ouais, c'est ça. Par contre, si tu regardes un autre objet, tu reviens au cas où tout le monde est rouge, peut-être. Mais du coup, ta remarque ou le lapsus sur on fait du partage de cache, c'est important. On ne fait pas de partage de cache. Parce que le partage de fichiers sur réseau, c'est extrêmement compliqué. Et On perd l'intérêt du truc. voilà. Non, mais c'est une grande question. C'est une grande question et je pense que c'est important de le préciser. Varnish, c'est un serveur de cache HTTP. Du coup, si on vous demande un objet que vous ne l'avez pas et que vous allez sur le réseau le récupérer pour le stocker sur le réseau, ça marche pas. En termes de perf, ça marche pas. Là, on a des clients qui nous ont dit ouais, mais tiens, on a du Ceph. Est-ce que vous dites il faut du X4, mais si on met du X4 par-dessus du Ceph, est-ce que ça peut marcher? Alors, peut-être. C'est clairement pas ce qu'on recommande. Bon, ça a tenu 2 semaines quand même, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte, en termes d'accès, c'est pourri, quoi. On a intérêt à avoir des structures qui sont un peu plus intelligentes, avec du sharding, avec un load balancer qui va toujours rediriger les mêmes requêtes sur les mêmes serveurs, histoire de spécialiser les caches, pour avoir un truc un peu plus efficace, beaucoup plus efficace. Notez que si vous faites du sharding, par exemple dans ce cas-là, on va virer les flèches. Non. Si vous faites du sharding, par exemple dans ce cas-là, rien ne vous empêche d'avoir de la réplication locale. Là, vous dites par exemple, les images elles vont ici, le CSS ici, le JS sur le troisième. Rien ne vous empêche d'avoir de la réplication de cache localement et pas sur tout le setup. C'est vous qui définissez la topologie, donc ça marche. Des questions, des remarques? Petite question. Concernant, par exemple, tu demandes un objet Ouais. qui était répliqué. Donc, en fait, le client, il peut taper sur n'importe quelle instance de Varnish pour récupérer l'objet. Ouais. Tu as plusieurs clients qui demandent, et en fait, l'objet, à ce moment-là, par malchance, tu as le TTL, tu arrives à la fin. Ouais. Le tout, ça devient un miss. Ouais. Okay. Du coup, en fait, est-ce que tout le monde va redemander à l'origine? Ou s'il y en a un qui va dire ok, je vais demander l'origine et puis je push à. Alors, du coup, la question c'était si on a répliqué, qu'on arrive en fin de TTL, donc ça redevient un miss, est-ce qu'on retourne chercher à l'origine? En fait, ce qui va se passer, c'est que Varnish, en fait, il fait sa mise en cache basée sur les requêtes client. Donc en fait, quand tu dis on a passé la TTL et on est dans le miss, en fait, on est on est revenu dans le cas où le cache était vide. Grosso merdo. Ouais. Puisque tu ne l'as pas dans ton cache, donc tu as quelqu'un qui te redemande un nouvel objet que tu vas devoir récupérer. Et du coup, il va dire à ses copains, tiens, j'en ai un nouveau. Et les autres vont revenir. Là, je ne sais pas si c'est arrivé que tout le monde demande en même temps. En fait, tu as plusieurs demandes en même temps. Ouais. Du coup, il y en a un qui me dit ok, mais je le demande, puis je vous le pousse. Alors, en fait, ça fait partie de la simplicité de l'outil. Là, on a un cas avec 8 varnish. Si tu as 8 clients et chacun va sur son varnish, exactement en même temps, l'origine va voir 8 requêtes. D'accord. Oui, voilà.
Non, là, on n'a pas de synchronisation entre. Mais c'est une très très bonne question, hein. On n'a pas de synchronisation. C'est juste qu'ils vont tous aller à l'origine. C'est dommage. Il y a un peu de gâchis. Par contre, quand ils vont demander, ils vont prévenir leurs copains, hey, vous l'avez? Tout le monde va dire, bah ouais, c'est bon, t'inquiète. Ça arrive très très rarement. Ça a tendance à arriver un peu plus sur du live, sur de la vidéo, puisque en live, on ouvre les portes en même temps pour tout le monde. Mais ça marche quand même. Oui, mais c'est un cas limite. Non, mais c'est un cas limite, mais il faut y penser. D'un autre côté, voilà, la mise en place est super simple, c'est super robuste parce qu'il n'y a pas ce côté master-slave. Donc c'est cool. Mais tant que le rate, je pense, tant que le rate miss-hit il est faible. Ouais. Après, il faut aussi voir un truc, hein, c'est que si on arrive en fin de TTL, normalement, on n'est pas encore sur un miss. On va être sur un grace. Donc en fait, le Varnish va juste te renvoyer l'objet qu'il avait en cache, donc qui a un peu dépassé, mais tu as considéré que c'était pas et en background, tranquillement, il va aller revalider cet objet-là. Donc en fait, le mécanisme de Grace va te permettre d'avoir toujours un objet du cache qui va te permettre de pousser les informations. Voilà. Donc là, ça fait partie du Varnish Plus, c'est ça? Ça, c'est du Varnish Plus. Mais mais le truc qui est intéressant, c'est que finalement, cet outil-là, il pourrait marcher sur du Varnish. En termes d'outils, il n'y a rien de spécifique dans le cœur de Varnish qui permet de faire ça. Enfin, c'est vraiment juste de l'analyse de log, utiliser la lib curl, et à l'intérieur, un petit peu de VCL. Puisque en fait, ce qui va se passer, ce retour-là, il n'est pas magique. C'est juste que quand tu as une requête de réplication, on va mettre, tiens, rappelle-moi cette IP. Et en fait, le VCL va regarder, tiens, il y a cette IP-là, je vais l'utiliser comme backend. Donc, il n'y a pas de... c'est un peu magique, mais on n'a rien codé vraiment spécifiquement dans Varnish pour faire ce truc-là. Ouais, le terme de sharding, ça veut dire quoi? C'est lié à la topologie, en fait Ouais, alors, sharding, en fait, donc je disais que Varnish peut être utilisé comme load balancer. Alors, pour le load balancer, on peut avoir plusieurs politiques de répartition. On a le round robin qui est le plus simple, hein, c'est premier serveur, puis deuxième serveur, puis troisième, puis quatrième, puis je reviens en premier. Tu peux faire du least connection, donc tu regardes celui qui a le moins de connexions ouvertes. Et tu peux faire ce qu'on appelle le consistent hashing. Donc si tu as par exemple 4 serveurs, tu vas prendre ta requête, tu vas faire un hash, tu vas faire un MD5, un SHA-1, whatever, et tu regardes ton hash, et si c'est un multiple, enfin si c'est tu divises par 4. Si tu as un reste de 0, tu envoies sur le premier serveur. Si tu as un reste de 1, sur le deuxième, etc., etc. Ce qui veut dire que pour la même requête, tu iras au hasard sur un des 4 serveurs, mais pour la même requête, tu iras toujours au même. Ce qui fait que du coup, ton hit ratio risque d'être meilleur, puisque au lieu d'avoir un objet qui va être répliqué 4 fois, et du coup avoir les 4 machines qui vont le chercher, tu vas l'avoir une seule fois sur une machine. Tu peux après faire des trucs plus compliqués, puisqu'en fait, tu peux empiler les directeurs. C'est-à-dire que tu peux dire, je vais avoir 4 paires de machines, où je vais choisir la paire en round robin, en hash, et à l'intérieur de la paire, je vais choisir l'un des 2 serveurs en round robin, par exemple, ou en fallback, en disant, ça va être toujours celui-là, à moins qu'il merde, auquel cas je prends celui d'après. Donc tu peux composer des topologies assez compliquées. Donc, avec le système de hash, le client il va toujours aller sur le même Varnish, Ouais. en fait. Mais par contre, il y a quand même le principe de réplication qui fonctionne. Ouais. Et vu que les autres serveurs ils vont pas être interrogés en direct par le client il a pas besoin d'aller, enfin le Varnish n'a pas besoin d'aller voir dans son cache. Voilà. Enfin, c'est pour ça qu'on gagne du hit ratio. En fait. Exactement. Mais le truc qui marche très 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 bien, c'est avoir du consistent hashing sur des paires de serveurs qui sont soit en round robin, soit en fallback. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas toujours taper sur les mêmes groupes de serveurs,
mais eux, ils répliquent à l'intérieur. Comme ça, tu fais pas de la redondance, tu n'as pas besoin que ton objet il soit là 150 fois. S'il est là 2 ou 3 fois, tu es content. Donc, mais on peut faire des trucs assez foufous sur Varnish. On a souvent, notamment pour le live, le live et catch-up, des architectures en couches, avec une première couche avec des serveurs qui sont légers, qui vont très très vite, mais qui ont du coup des stockages de cache qui sont petits, genre 5-10 gigas. Et derrière, on a des mastodontes qui sont beaucoup plus légers, mais qui ont 1 Tera de cache. Et eux, ils sont shardés. Quand tu arrives en fait sur ton cluster de Varnish, souvent c'est du round robin parce que tu fais ça au niveau 4. Parce que c'est plus facile, tu as du DSR, enfin voilà. Ça trace. Le problème quand on fait du routing, du routage niveau TCP, c'est qu'on n'a aucune idée de l'intérieur de la requête. Donc tu ne peux pas renvoyer toujours le même objet au même endroit. Donc tu fais du load balancing. Et si tu as un objet qui est sorti du cache parce que tu n'avais plus la place par exemple, tu vas le chercher sur un des gros derrière, qui eux sont capables, d'encaisser la charge qui est maintenant réduite par le frontal, et qui ont une grosse capacité de stockage. Et tu peux même faire la combinaison des deux avec des Varnish qui ont un stockage RAM, un stockage disque. Et en fait, quand tu viens les toucher, ils vont se poser la question de tiens, est-ce que c'est moi qui devrais la gérer ou est-ce que c'est un des copains? Et si c'est eux qui doivent le gérer, ils s'en occupent. Perdu le deuxième. C'est trop long, c'est ça? Non, mais vous me dites si c'est le sujet que j'aime bien, donc je continue. Faut m'arrêter au bout d'un moment. Et par contre, ouais, il fait son hash, et il se dit tiens, ça c'est pas moi qui devrais le gérer, je vais aller chez un des copains. Donc en fait, tu as un cluster qui est auto-load balancé et auto-shardé. Ce qui est assez fun à faire. Ça marche? Je vais essayer de vous trouver juste un petit truc. Je voudrais voir. Oula. Oui. Oui. Alors, requête ou réponse? Ok, donc si le back-end te dit le mets pas en cache. Ouais, alors, tu peux surcharger complètement. Par défaut, Varnish va faire ah tiens, c'est du private, j'y touche pas. Mais il n'y a rien qui t'empêche de dire non, tu vas le mettre en cache. Tu peux même faire pire. Ouais. Alors le truc, c'est que normalement, un client qui te dit ouais, moi je veux pas de cache. T'es mignon garçon, mais c'est pas à toi de dire. Mais par contre, tu peux utiliser ça comme mécanisme de purge. Amazon, par exemple, sur leur API Gateway, font ça. Pour dire cet objet-là, j'en veux plus, il faut faire une requête dessus en disant cache control max age 0. Et en fait, la plateforme comprend que ok, tu as le droit de demander ça et tu veux revalider l'objet. Et en fait, avec Varnish, on peut tout à fait émuler ce truc-là en disant bon, tiens, j'ai reçu une requête. Est-ce qu'il a le droit? Cache control, c'est 0. Ok, je déclenche une purge. Mais oui, non, c'est toi qui surcharge. Tu fais ce que tu veux avec. Justement, en fait, l'idée du VCL, la grosse base, c'était quand Paul Eninkamp a commencé à coder ça. Il fait un petit truc qui marche, c'est cool. Et là, il y avait le mec de Ferdinand qui a fait tiens, est-ce qu'on pourrait faire ça comme ça? Bah ouais, bien sûr, hop, tiens, on fait ça. Et aussi, ça aussi, ce serait bien. Ok. On pourra rajouter cet usage-là aussi. D'accord. À la 4e fois, il a fait ok, non, mais tu me gonfles. Tiens, c'est le VCL. Si tu veux faire des trucs, c'est toi qui le fais. Et en fait, voilà, c'est toute la polyvalence et la richesse du truc, ça vient de là. C'est on fait la partie HTTP propre, mais tout le métier, c'est géré dans le VCL.
Donc c'est ça que je trouve vraiment bien par rapport à du Apache ou du Nginx. Même si nous on fait que la partie cache et pas toute cette partie service de fichiers sur disque, c'est que on te donne pas des rails avec genre 2-3 boutons. C'est tiens, construis, fais ce que tu veux. Par défaut, Varnish est super conservateur. S'il y a du private, du no store, du no cache, il va pas mettre en cache. S'il y a des cookies ou un header auth, il va pas mettre en cache non plus. L'idée, c'est qu'on a un truc qui marche. C'est peut-être pas super performant, mais l'overhead va être minimal. Et au moins, on peut regarder ce qui se passe. Du coup, hop, non. Question. Je voudrais vous trouver 2-3 trucs, mais je vous laisse réfléchir à des questions. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi 2 minutes. Du tout? Allez, rien. Pas une question? Poser au fur et à mesure. Ouais, c'est vrai. Vous avez des amis sur Amazon? Oui, on a à la fois du Varnish Cache et du Varnish Plus. Ok. Honnêtement, le Varnish Plus, parce qu'il est quand même beaucoup plus cher. Plus rien. Hein? Beaucoup plus cher que zéro. Si tu veux, l'EMI Varnish, elle est Varnish Cache, elle est, tu la payes quand même, tu la payes à l'usage. Oui. On Il n'y a prend- pas de licence. C'est free software. oui, mais comme c'est nous qui l'avons faite, on prend un petit pourcentage sur ce que tu donnes à Amazon. Mais d'un autre côté, tu n'as pas besoin de t'embêter à faire un contrat, etc. Ouais. Donc c'est plus cool. Ouais, le Varnish Plus va être plus cher. Donc c'est cool pour regarder ce qui se passe et avoir une idée de... Mais dès que tu vas avoir plus de 4-5 serveurs, ça devient intéressant en fait de prendre une licence et de l'installer directement sur des EMI. C'est de l'achat, comme ça. Mais dans les EMI, tu as le Varnish, t'as le VHA, tu as tout ce bazar. Je vous cherche un exemple. Et je vais être obligé de vous le copier-coller. On va faire ça dégueulasse, hein, c'est pas grave. Pour vous donner une idée. Voilà. Ça remonte le terminal. Beaucoup de texte. Il y a des Linuxiens dans la salle? Ouais. Alors, la raison pour laquelle je ne peux pas partager mon truc, c'est tout bête. Hein. C'est que, hop, je suis sur du Wayland et que du coup, avec le modèle de sécurité, on n'a pas le droit de regarder les applications des autres. Donc c'est bien. Mais pour les captures de screen, on est un petit peu feinté. Du coup, je fais un copier-coller dans une application de Pastebin. Ouais. Non mais ça la fout un peu mal parce que bon, je suis quand même le mec qui a couiné parce que l'HTTP c'était pas terrible et c'était utilisé à des mauvaises fins, donc être obligé d'en arriver à ce genre d'extrémité, c'est un petit peu dommage. Alors, ça c'est... Je peux zoomer encore plus. C'est un exemple de requête de ce qu'on a reçu par Varnish, enfin sur Varnish. Et en fait, voilà, vous allez avoir un bloc qui vous dit bonjour, on va commencer, je suis une requête, j'ai tel ID en interne. Ça va nous permettre de repérer les copains, les liens, hein, vous allez voir. Et on doit ça à on a reçu une requête. Des informations de temps. D'où est-ce que ça vient? Alors, je testais en interne, donc c'est pour ça que ça vient de la maison. C'était un post, c'était l'URL token. J'ai toutes mes requêtes, tous mes headers. On va voir ici que je suis à l'étape de VCL receive. Là, j'ai décidé de me loguer une information qui était le port.
J'avais pas spécialement besoin puisque normalement elle doit être un peu plus haut. Ouais, elle est ici par exemple. Je me suis rajouté un header, X-Action token. J'ai changé l'URL. J'ai fait un return dans cette fonction qui est hash pour dire trouve-le-moi dans le cache. On a fait un lookup, c'était un miss. Du coup, ça a déclenché un fetch. Et là, je vais passer sur du contexte back-end. Donc, je vais pouvoir récupérer cette information-là. Et je vais remonter. Donc, 32 771. Hop! Et je le retrouve ici. Et donc là, j'ai un bloc back-end request avec un ID qui a été déclenché par un fetch, information de temps, la description des métadonnées de ma requête que je vais faire au back-end. Est-ce que je vais la modifier, etc., etc. Là, vous voyez par exemple que... Hop, là, je ne fais pas grand-chose. Je vois le back-end que je vais contacter avec son IP. Je vois ce que j'ai récupéré. La TTL, tiens, bah, tu parlais des TTL et d'override. Hop. Là, j'ai la TTL que Varnish a lu en fait, dans la métadonnée et a décidé que bah, c'était une TTL de 120 secondes avec 10 secondes de grace et 0 de keep. Ça, c'est des informations de timing. On rentre dans le VCL Backend Response et là, on voit qu'il y a quelqu'un dans le VCL qui a changé la TTL. Donc, il a passé de 120 à 3300, par exemple. Spoiler, c'est moi. Et comment ça va être stocké à l'intérieur? Donc, en termes de métadonnées, encore des informations de stockage une fois qu'on a récupéré tout l'objet. La longueur de l'objet, la longueur des headers d'entrée, body de rentrée, la somme, header de réponse, body de réponse, la somme. Donc voilà, vous avez une somme d'informations qui est assez délirante. En vrai, vous avez rarement besoin de ça. Par contre, pour débugger, vous êtes content de les avoir. On a Muller en Scandinavie, qui est un gros vendeur de voitures. Ils ont, je sais plus, 500 serveurs et ils ont 2-3 Varnish au milieu qui en fait font juste le routage. Il y a très peu de cache. Mais ils savent que ils peuvent compter sur les informations là pour débugger. Ils doivent garder genre 3-4 gigas de log. Donc ça tourne relativement vite. Ils ont peut-être 2 heures ou 3 heures de backlog. Mais quand ils ont un truc qui merde, on a vraiment énormément d'informations là-dessus. Si vous êtes un peu moins bourrin, on a... Comment ça s'appelle ? On a Varnish NCSA qui lui va juste vous sortir ce genre de log, qui doit être un peu plus digeste, et qui doit... et qui s'approche un peu de ce dont vous avez l'habitude. Faudrait pas que je claque mon micro, ça va faire du bruit. Et voilà, et en fait, cette information-là, elle vient de la même source que ce que je vous ai montré avec des milliers de lignes. Et on peut récupérer les informations qu'on veut. Il suffit de changer la ligne de formatage et on récupère ces informations-là. Vous voyez notamment ici qu'on avait la taille de la réponse. On pourrait aussi mettre la taille des entêtes, etc. etc. On est capable de récupérer à peu près n'importe quelle information qui est dans le gros bloc de données. Par exemple, ça, pour les aficionados Apache, c'est le User Agent. Dans Apache, vous avez une option qui est User Agent. Là, en fait, c'est juste un header parmi d'autres. Il se trouve que c'est le header User Agent. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de code spécial, en fait, pour dire, tiens, mets-moi
mais moi le user agent parce que ça a été prévu par le soft. C'est un header parmi d'autres. Et on peut mettre les informations de... Comment ça s'appelle ? On peut mettre les informations de timing. Et notamment, il y a un truc qui est super cool, c'est que toutes ces informations-là, en fait, on peut les filtrer. C'est-à-dire que vous pouvez dire, montre-moi toutes les informations, enfin toutes les lignes, ou toutes les requêtes, toutes les transactions, qui ont duré plus d'1 seconde, ou 3 minutes, ou whatever. On a un soft qui s'appelle VCS. Alors on a la démo qui est tombée hier, donc je ne peux pas vous le montrer. Qui utilise ce genre de mécanique. Vous vous rappelez du log que j'ai fait avec le host et la valeur. Le VCS, c'est pour Varnish Custom Statistics, c'est un outil en fait qui va vous permettre de créer des time series en fonction de ce que vous dites à Varnish. Dans le VCL, vous allez pouvoir mettre un log en disant tiens, clé par exemple, type de produit, chaussures, vêtements, nourriture. Et le VCS, il va lire les logs, il va dire tiens, cette requête-là, elle a été flaguée avec la clé nourriture pour type de bien. Ça va pousser ça sur un serveur et avec une petite API REST, vous êtes capable de dire vas-y, donne-moi les informations agrégées pour tout ce qui est chaussures. Et du coup, vous allez avoir vos time windows avec tiens, les chaussures, on a poussé au cours des 30 dernières secondes 300 objets, ça faisait un total de 3 mégas et en moyenne, les réponses en cache, elles ont été livrées en 3 millisecondes et celles où il a fallu aller chercher à l'origine, c'était plutôt 50 millisecondes. Mais tout est basé en fait sur du log. Et même chose, c'est un truc qui est dans Varnish+, mais c'est un truc que vous pouvez implémenter juste en analysant les logs. Donc, il y a une... En plus, depuis la dernière version... Non, ça fait 1 an et demi. 1 an et demi ou 2, la lib de parsing de log est maintenant fournie à part et vous pouvez vous plugger dessus. Ça reste du C, je suis désolé. Moi j'aime bien, c'est ma vie. Hein, donc. Mais je sais qu'il y a des bindings Python par exemple qui permettent de récupérer cette information-là. Donc c'est... voilà. En termes de debug, c'est assez foufou. On a un outil qui s'appelle Varnish Gather. Je vous conseille d'aller le voir. Il est sur GitHub. C'est un truc débile. C'est un script shell qui va faire tourner une centaine de commandes shell. Alors mount, free, varnish log, etc. Qui fait en fait un snapshot de la machine. Et c'est ça qu'on utilise quand on fait du support. On dit ça marche pas. Vas-y, envoie un Varnish Gather et comme ça on a une vraie idée de ce qui se passe et on est capable de regarder les logs. 2 fois sur 3, il y a une connerie avec les backends. Mais ça nous permet d'avoir une vraie, des vrais arguments pour dire tiens, il se passe ça. Parce que on a des logs qui sont extrêmement bourrins. Et notre vie est vraiment super simple à cause de ça. Ça marche ? Je vais prendre de l'eau. Est-ce que ça vous va ? Est-ce que j'ai répondu à vos questions ? Est-ce que je suis passé complètement à côté de la plaque ? Dites-le moi. Hein. Est-ce que vous avez appris des trucs ? Est-ce que c'est ça que vous attendiez à apprendre ? C'était une bonne introduction à Varnish. Alors du coup, est-ce que vous avez une techno qui correspond à ça ? Est-ce que ce serait vraiment un ajout ? Est-ce que c'est pour remplacer quelque chose ? Est-ce que c'est juste pour regarder ? En fait, le cache, on en a toujours besoin. Ouais. Comme tu sais, il y a différents types de cache, le mécanisme des caches. Ouais. Là, c'est un cache front-end, vraiment front. Ouais. Donc, pour l'instant, nous, dans notre use case actuel, Ouais. on n'en a pas forcément besoin dans notre logiciel. Ouais. Mais peut-être à terme,
Déjà, je crois qu'en fait, on a le cache varnish pour le site. On utilise les CDN Amazon pour l'instant. D'accord. Ok. Voilà. Et dans notre solution de monitoring open source, Ouais. pour l'instant, on n'a pas forcément besoin de ce cache-là. Ah, mais c'est. Mais à terme, oui. À terme, je pense qu'il y a des use cases dont on a besoin. Et puis, je l'ai dit, hein, je suis pas là pour vendre ma crèmerie, c'est vraiment juste pour. Si on considère que ma crèmerie c'est Varnish Cache, si. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment pas un pitch de vente. C'est juste pour savoir comment c'est utilisé, parce que Varnish. Voilà, nous on fait de l'HTTP et l'HTTP est utilisé pour des milliers de choses. Donc toutes les informations que je peux récupérer, je suis preneur. Et notamment les API, c'est un truc qu'on a vu ces 2 dernières années qui a explosé. Au début, on avait justement les gens qui disaient non mais c'est des API, c'est du temps réel, ça se met pas en cache. Et on les a vus revenir 6 mois plus tard en disant ouais finalement, si on sert des trucs qui ont même une demi-seconde de cache, de TTL, ça peut faire la différence. Nginx, ils jouent énormément là-dessus. Ouais. Là, c'est un peu leur changement de discours en ce moment, c'est de pouvoir faire justement toute la partie API. Alors, ouais, et là-dessus, Nginx, ils ont un gros défaut qui est la purge est merdique. Ça aussi, on coupe. Mais non, leur purge n'est pas bonne dans le sens où ils ont un mécanisme et en gros, ça revient à aller retrouver le fichier sur le disque et faire un RM. Donc c'est pas forcément terrible. Alors que avec Varnish, on peut faire une purge où on dit tiens, c'est cette requête-là et tu la flingues avec toutes les variations. Tu peux faire du regex matching sur les URL, les headers, etc. Donc, où tu peux dire tiens, tout ce hostname-là, ça dégage. Tout ce qui est sous ce sous-répertoire, ça dégage. On a de la purge qui est basée sur des ID. Quand il y a une requête qui est générée à partir de plusieurs sources, on peut mettre les ID des sources dedans. Et du coup, quand on a une source qui devient invalide, on dit à Varnish, tiens, tous les objets qui ont cet ID-là, tu les dégages. Donc on est beaucoup plus fin, entre guillemets, sur la purge. Et notamment les API, c'est des trucs où ça peut être important. Parce que soit tu dis, je vais mettre une TTL et elle est suffisamment courte pour pas que je sois embêté, mais tu vas revenir rechercher. Ou alors tu dis, je mets une TTL qui est super longue et je purgerai quand j'aurai besoin. C'est un peu plus de boulot, mais en termes de perf, à partir d'un moment, ça commence à dépoter en fait. Mais ouais, sur les cas relativement simples, en termes de perf, c'est pas utile, ça vaut pas le coup de s'embêter. Il faut rester pragmatique. Justement, Varnish là-dessus est très très bien. Il vous force pas la main. Il y avait un petit article comme ça qui s'appelait Git versus Bazaar. Et en fait, comparer les deux trucs en disant Bazaar, c'est un super système de versionning de fichiers, mais ça t'impose un workflow. Et Git, c'est à la cool, tu fais ce que tu veux. Et en fait, Varnish va être un peu comme ça. Ouais, il y a les outils, il y a la base. C'est un peu rêche au début. Mais par contre, en termes de polyvalence et d'adaptabilité, il n'y a pas d'égal. Mais après, si un truc basique marche, on va pas. C'est un truc que je devrais pas dire en caméra, mais voilà, les gens qui sont sur Nginx et qui sont contents, on va pas les déloger. Hein. On fait certains trucs mieux. Le VCL est pour moi un des meilleurs outils de configuration que j'ai vu. Mais ça rebute pas mal de gens parce que il faut apprendre à coder. Et voilà. Bon. Mais d'un autre côté, tout ce qu'on peut faire avec du Nginx, on peut le faire avec du VCL. L'inverse, c'est pas forcément vrai. Donc, Ok. c'est bon ?